un travail qui est très stimulant, surstimulant. Il y a du bruit. On doit donner de l'amour à tout un chacun. À un moment donné, des fois, ça arrive que notre petit réservoir affectif, il est vide. Donc, quand le parent arrive avec ses problématiques à lui, on n'est pas toujours prêt à les recevoir. Pas de sieste pour les pros, le podcast pour les professionnels de la petite enfance. Bonjour, bienvenue au podcast Pas de sieste pour les pros. Aujourd'hui, on aborde un sujet extrêmement intéressant, la communication bienveillante avec les parents. On a Laurie qui est avec nous, qui va se présenter. Mais avant, on a des questions en fait à vous poser. Laurie, elle a beaucoup de casquettes, fait que je vais la laisser se présenter. Elle a vraiment beaucoup d'expertise, etc. Vous allez voir, ça va être passionnant de l'écouter. Mais avant, on a notre sempiternelle question qu'on adore poser à nos invités. Laurie, comment est-ce que tu étais comme enfant? J'étais une enfant très calme et très sage. J'avais un intérêt particulier pour la musique. Donc, j'écoutais énormément de musique. Moi, je voulais être chanteuse, danseuse. J'étais faite pour la scène, il semblerait. Toi, tu as fait les Centres Belles dans ta vie, en fait, c'est à peu près ça? Dans ma tête et dans mon sous-sol, oui, Ouais, effectivement, là, avec les lumières et tout. Là, donc, j'étais ce type d'enfant-là. Mais toute seule. Pas devant les gens. Un peu gênée, ouais. Oui, très gênée devant les gens. J'essayais de passer entre le mur et la peinture, là, pour vous dire à quel point j'étais gênée. Mais toute seule, je rêvais de grandeur. Est-ce que tu fais encore de la musique ou est-ce que tu chantes encore? Je chante pour moi-même encore aujourd'hui. Pour le Centre Belle dans ma chambre. Oui, c'est ça, dans ma douche. Ça ressemble pas mal à ça. OK. Laurie, je pourrais en fait m'essayer à te présenter, mais je crains d'oublier l'un des mandats que tu as. Mais quand même, je tiens à le dire, Laurie, elle fait partie des personnes qui ont presque démarré Esprit de famille avec nous. Et ça fait déjà 8 ans qu'on se connaît, en fait, où on a fait l'inauguration d'Esprit de famille. Tu te rappelles, dans une salle par rapport avec une garderie. On avait plein d'artisans, de trucs. Et Laurie était déjà là, en fait. On avait déjà cette connexion ensemble et on ne s'est jamais vraiment lâché du tout. En fait, on a toujours travaillé et collaboré ensemble. Elle a formé les équipes d'Esprit de famille au gré du temps et au gré de nos projets. C'est toujours un plaisir, en fait, de travailler avec Laurie, autant pour nos équipes que pour moi. Fait que merci d'avoir encore accepté de faire partie de cette aventure-là. Et je vais te laisser te présenter. Tu le feras beaucoup mieux que moi. Donc, Laurie Boisvert, je suis premièrement maman de 3 enfants, donc un ado, une pré-ado, puis une sur le bord d'être pré-ado. Donc, ça se voit dans son regard déjà, là, quand elle lève les yeux au ciel. Là. Ah non, mais je dirais que c'est un cheminement vraiment intéressant. De créer des petits humains, là, pour moi, c'est vraiment une belle aventure. Même si parfois, ça vient avec ses défis, là, mais honnêtement, c'est vraiment bien. Donc, maman, je suis coach familiale, dans le fond, depuis mon premier congé de maternité. Donc, ça va faire 14 ans aujourd'hui que je suis coach familiale, donc à mon compte. Je suis de formation bachelière en psychoéducation. Je suis également maître praticienne en programmation neurolinguistique. Donc, ça vient un peu s'imbriquer là, dans mon approche. Donc, j'accompagne les familles depuis plusieurs années. À travers le temps, j'ai développé des formations, des conférences, puis une expertise au niveau du mentorat, que ce soit auprès du personnel éducatif, donc enseignants et surtout éducateurs, là, je vous dirais. Et puis, donc, je suis aussi directrice d'une faculté, donc la faculté à l'École internationale d'accompagnement CIBEL, donc où je forme des gens à mon métier, donc au coaching familial. Et puis, je les aide dans leur cheminement. Le précédent, le fait de se mettre de l'avant, puis de développer sa clientèle et tout ça, c'est tout un monde aussi, l'entrepreneuriat. Ouais. Et à travers tout ça, j'ai également fondé le clan Portneuf du réseau des mères en affaires, maintenant appelé le RMA, la grande famille d'affaires. Et donc, je rassemble avec ma co-chef des femmes qui, justement, cherchent à avoir du soutien et sortir de l'isolement pour pouvoir continuer de développer leur volet entrepreneurial. Ouais. Intéressant. C'est à peu près ça, je pense. Est-ce que ça te donne le vertige, là? T'es comme, qu'est-ce qu'on fait après ça? Plus de voix pour compter. C'est ça. Quand on est dans le domaine de l'entrepreneuriat, quand on est dans le domaine social, je vous dirais qu'il faut avoir plusieurs chapeaux. Ouais. Puis j'ai oublié de vous dire aussi que je coordonne aussi le chantier réussite éducative de Portneuf Ensemble. Donc ça aussi, là, c'est un gros mandat là, sur lequel je travaille présentement là, pour favoriser le développement du plein potentiel des jeunes dans Portneuf. Intéressant.
Il lui restait 2-3 minutes dans son emploi du temps. Donc, elle a dit, OK, moi, je prends le poste, bien sûr, tout à fait. C'est ça. Proactivité certainement, mais aussi, je dirais, une bienveillance en fait, et c'est bien le thème un peu aussi de cet épisode. On parle de bienveillance avec les parents. Tu nous connais, Esprit de famille, donc c'est un peu travesti ce que je vais te dire parce que tu le sais déjà, mais quand même, on a croisé ces 2 dernières années, je dirais, parce que on s'occupe aussi de Mangrove Petite Enfance à l'application pour les garderies. On a croisé beaucoup de gestionnaires en fait de garderies, ce qui est intéressant parce que ça permet de se questionner un petit peu sur nos pratiques, etc., d'avoir un côté co-développement. Et je suis toujours un peu surprise de constater comment les entités sont diabolisées. Je vais m'expliquer. Soit c'est les éducatrices ou les éducateurs, mettons les équipes qui sont diabolisées en disant ah bah de toute façon elles rentrent jamais, ou alors, et souvent, très très souvent, c'est les parents. Il y a une évolution de la parentalité, on le voit en fait au Québec, mais moi je travaille au Québec dans la parentalité, en tout cas dans l'accompagnement de la parentalité dans les garderies depuis 7 ans, mais j'ai eu une autre vie avant le Québec, fait que on voit en fait la parentalité qui évolue beaucoup et des gestionnaires qui semblent parfois démunis face à cette évolution de la parentalité, de la communication, etc. Fait qu'on a comme 2 entités, 3 avec les professionnels de l'enfance, donc les éducatrices, qui se retrouvent à devoir communiquer avec des évolutions dans lesquelles ils ou elles sont pas à l'aise. Est-ce que tu constates la même chose? Est-ce que tu as un avis là-dessus ou je dis n'importe quoi? Tu as raison en ce sens. Ben, je pense que oui, il y a une mouvance, il y a des façons de faire qui ont évolué, certaines personnes qui n'ont peut-être pas évolué au même rythme, et ça fait en sorte que des fois, il y a des chocs entre nos façons de voir les choses. Il y a des chocs culturels aussi qu'il faut vraiment considérer à travers tout ça, qui fait en sorte que parfois, la communication est difficile, on a la difficulté à passer des messages, on a la difficulté à collaborer. Mais il y a plusieurs choses aussi qu'il faut considérer pour favoriser ça. Puis je vous dirais que c'est pas nécessairement ce qui est enseigné, par exemple. C'est pas nécessairement mis de l'avant pour les éducatrices. On va focusser beaucoup sur le développement de l'enfant, sur ce qu'on peut faire pour l'enfant, mais le volet coéducation, je travaille avec le parent pour favoriser le développement de l'enfant, ça, c'est pas toujours abordé, puis c'est pas toujours maîtrisé. Puis travailler en silo, peu importe le milieu, en général, c'est pas très productif, là. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que c'est compliqué? C'est pas toujours compliqué, là. Communiquer avec des parents, c'est pas toujours compliqué. Ça se passe aussi majoritairement bien. Mais quand ça se passe pas bien, ça mine beaucoup ou le parent, ou le gestionnaire, ou le professionnel, parce que c'est ça, en fait. Je veux connaître ton avis là-dessus. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué parfois de discuter avec un parent ou d'aborder des sujets avec un parent? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des raisons qui expliquent ça? Je te dirais que le fait que les gens soient à la course tout le temps, c'est un élément majeur. Parce que les parents arrivent vite à la garderie, on dépose les enfants vite, je m'en vais au travail. Les éducatrices changent de shift. Je finis mon shift, l'autre va rentrer. On n'a pas le temps de parler aux parents. Il faut que ça aille vite. Et quand on parle de développement, ça ne va pas vite. C'est long, c'est la planification, c'est du réajustement. C'est un gros travail, en fait, qu'il faut faire. Et bien, on ne le prend pas nécessairement, ce temps-là. Et il faut dire que dans la réalité des garderies, les éducatrices n'ont pas non plus ce temps-là nécessairement d'arrêt pour pouvoir réfléchir, pour prendre du temps avec le parent, parce qu'il y a leur groupe qui est derrière, des enfants qui ont des besoins. Et bien, parfois, ça vient justement faire en sorte que le lien qu'on aurait pu développer avec le parent, on n'est pas en mesure de le faire. Pas de la même profondeur, c'est juste en surface. C'est intéressant. Manque de formation, de ce que tu dis, en tout cas un besoin de formation, et puis le temps... Le temps, c'est une vraie question. Hein. Qu'est-ce qui fait que... Alors, mettons qu'on on en a parlé, la parentalité a beaucoup bougé de Dolto à aujourd'hui. Oui, ça s'est démystifié, puis ça s'est... l'accès à l'information s'est vulgarisé beaucoup et parfois trop, j'ai envie de dire. Il y a des parents qui ont des informations qui pensent connaître et comprendre des concepts d'accompagnement et pourtant il leur manque quelques bouts d'informations pour mieux interpréter en fait ces informations qui peuvent se retrouver sur Internet ou des plateformes ou autres.
Qu'est-ce que tu recommandes pour installer une communication bienveillante? C'est quoi les premières choses, mettons, qu'un gestionnaire devrait faire déjà pour installer ça? Est-ce qu'il y a des critères, des bidules qu'on peut faire pour favoriser cette communication bienveillante? Premièrement, créer un lien avec le parent, d'avoir des occasions de les rencontrer dans un contexte qui est peut-être moins encadré, faire des activités sociales avec les parents, de pouvoir prendre le temps justement avec eux. Lorsqu'on les accueille, est-ce qu'on peut dégager un petit peu l'éducatrice pour accueillir, prendre du temps avec les parents pour qu'ils se sentent à l'aise, développer un lien avec eux. Prendre le temps chaque matin quand les parents arrivent de leur poser des questions, à savoir comment ça a été hier, qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine, votre enfant m'a parlé de tel sujet, vous êtes allé à tel endroit et j'aimerais ça y aller cet été. As-tu des suggestions à me faire pour cet été? Des choses beaucoup plus informelles, mais qui permettent vraiment de créer un lien avec cette personne-là. Et si le moment vient où est-ce que j'ai à parler d'un sujet un petit peu plus précis, où est-ce que l'enfant a des difficultés et que là, on devrait travailler de façon plus sérieuse, bien, à tout le moins, j'ai pavé un petit peu le chemin pour me rendre jusque-là. Si on ne s'est jamais parlé, que tu me laisses ton enfant le matin, que je te le laisse le soir où je suis déjà partie quand tu reviens le soir, et que là, j'arrive avec un sujet difficile, ça se peut que tu ne sois pas prêt à me recevoir. C'est comme une relation de couple, un peu. Des fois, j'ai l'impression, le parallèle est un peu bizarre, tu vas me dire, mais... Tu sais, t'as comme les éducatrices qui vont dire bah ouais, les parents ont jamais le temps, et les parents qui vont dire bah oui, mais elle prend jamais le temps parce que puis moi j'ai pas, puis en même temps elle me dit pas grand chose. Donc c'est comme toujours se renvoyer la balle un petit peu là dans ce qu'on entend sur le terrain. C'est un enjeu de communication. Je veux dire, encore là, c'est souvent le cas. Là. La communication, c'est critique dans tellement autant de processus, mais de relations. Puis là, pour vrai, effectivement, le rythme de vie qu'on a, il est complètement fou. Puis ça permet pas de tisser ce lien-là. Je trouve ça vraiment intéressant, ton point de vue, sur le côté des activités sociales. Puis souvent, les gens ne le perçoivent pas. T'sais, on s'entend quand on fait des activités sociales. Il y a des parents qui viennent, il y a des parents qui viennent pas. Puis il y en a des fois, c'est entre les deux quand ils peuvent ou quoi que ce soit. Mais puis souvent, ceux qui viennent pas, puis c'est un choix personnel, puis c'est correct, mais c'est parce qu'ils ne voient pas la plus-value de dire ouais, ben, je vais venir manger des sandwichs avec le groupe, tout ça. Avec des enfants qui auront morvé dessus, c'est comme moins cool. Moins vendeur. Moins vendeur là-dedans. Mais c'est un bon point. Il y a un côté communautaire qu'on a communauté, là, vraiment, qu'on avait par le passé, qu'au fil du temps, ça s'effrite. Puis ben, c'est sûr que ça joue au niveau de la qualité des communications. Là. Assurément. Puis le fait de valider l'autre milieu de vie dans lequel notre enfant grandit, c'est important. Quand l'enfant, lui, voit l'éducatrice, l'éducateur discuter avec les parents, avoir du plaisir ensemble, sentir qu'ils s'entendent bien, qu'ils travaillent ensemble, et non, dès que le parent arrive dans l'auto, commence à chialer contre l'éducatrice parce qu'elle a fait ci, parce qu'elle a fait ça, ou elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça. Bien, veut pas, l'enfant se sent bien aussi dans ce milieu-là. Il se sent sécure parce que ces modèles d'autorité sont là, ils travaillent ensemble, puis ils travaillent en harmonie. Et ça fait en sorte qu'il n'y a pas de conflit de loyauté non plus, parce que cet enfant-là, il apprécie son éducatrice aussi, ou son éducateur. Je trouve ça intéressant, parce qu'en fait, ça recoupe d'autres sujets qu'on a traités avec d'autres invités. Puis pour moi, il y a de quoi là-dedans qui est vraiment important, c'est les gens n'aiment pas avoir des conversations difficiles. Puis ça amène à les situations, les relations, ils vont s'avilir au fil du temps. Puis ça devient comme irréconciliable. Où est-ce que le parent... Là, je le mets en une très grosse parenthèse. Le parent n'aime pas l'éducatrice, puis l'éducatrice n'aime pas le parent, puis ça devient comme irréconciliable. Puis pourtant, souvent, c'est purement un manque de communication. C'est pas une question de... le parent n'est pas correct ou l'éducatrice n'est pas correcte. C'est vraiment une question d'entente et de communication. Puis le pont, il ne se fait pas. Puis je pense qu'on entend parler des situations de même dans des milieux où est-ce que dire, le parent dans une certaine mesure, le parent ne me fait plus confiance à l'éducatrice. Qu'est-ce que vous faites? Puis, tu sais, moi, dans ma tête, puis là, j'aimerais savoir ton point de vue, mais moi, dans ma tête, c'est, tu n'as pas le choix de crever l'abcès, tu t'assis, tu communiques, tu fais une communication plate, dure, pas dure, qui peut être compliqué, mais tu vas jusqu'au fond. Tu dis qu'est-ce qui fait que tu es insatisfait, qu'est-ce qui fait que... J'aimerais ça t'entendre un peu par rapport à ça.
Oui, mais c'est quelque chose qu'il faut préparer. Hein? Je pense que tu lâches pas ça dans un cadre de porte. Là. Il faut prendre... C'est quand même un peu pénible. Tu veux me parler ou pas? Oui, alors c'est-à-dire. Oui, c'est ça. Puis c'est difficile parfois parce que quand on est sur le point de crever l'abcès, c'est parce qu'il y a de l'accumulation qui a été faite. Et lorsqu'on arrive pour le transmettre, des fois, on est encore plein d'émotions. Et là, ça risque d'être difficile d'avoir une conversation qui va être constructive. Si je suis encore pleine de mes émotions, je m'assois, tu dis quelque chose qui ne fait pas mon affaire, ça se pourrait que j'explose et que je dise des choses qui vont dépasser ma pensée et qui vont faire en sorte que finalement, on va se ramasser dans une situation qui est pire que ce que c'était au départ. Donc, il faut prendre le temps de ventiler. Écris-le, au pire, sur une feuille, puis tout ce qui te passe par la tête, si tu es fâché contre ce parent-là ou si le parent est fâché contre l'éducatrice, on l'écrit, on le met sur papier, on ventile à quelqu'un de confiance. Et après ça, ben, on se pose la question, OK, quand je vais faire cette conversation-là avec cette personne-là, c'est quoi mon intention? Qu'est-ce que je veux lui dire au juste? Et vers où je veux m'en aller avec ça? Est-ce que c'est juste je veux me vider le cœur puis ça va finir là? Peut-être pas. Là. Donc, on veut travailler pour qui? Pour l'enfant, idéalement. Hein? Je pense que chacun doit mettre son ego de côté aussi, puis de travailler pour l'enfant, pour son bon développement. Et rendu là, ben, il faut savoir se parler puis d'axer vraiment sur la recherche de solutions. Tu le disais en introduction quand tu te présentais, tu as fait tes certifiés PNL. Peut-être que tu pourras nous en parler plus sans nous faire tout un cours, parce que je pense que... il y a des choses à dire. Ouais, ça va nous prendre l'après-midi. Mais ma question est reliée à ça. On le voit parfois, on l'a déjà dit dans différents épisodes, l'éducation et selon moi la restauration, c'est les deux sujets qui sont les plus réactifs, parce que ça vient faire jouer tes émotions, etc. Mais l'éducation d'autant plus. Et quand il s'agit d'éducation, souvent on est dans des émotions, tu viens d'en parler, donc il s'agit de ventiler, etc. Mais sur le moment, là, ça arrive très souvent que le parent réagisse à une situation parce que sa lecture à lui est avec ses lunettes. C'est pas qu'elle est erronée, là, c'est que c'est sa perception à lui ou à elle. Fait qu'elle est fâchée, il ou elle est fâchée. Puis, alors oui, il faut ventiler, mais sur le moment, là, t'es là. Comment t'es capable soit de prévenir ça, soit de le désamorcer? C'est quoi les trucs pour le désamorcer en mode express? Parce que là, tu as les enfants, tu es dans un couloir, il y a d'autres parents qui entendent un papa ou une maman dire « Mais qu'est-ce que tu as fait à mon enfant ?» ou des trucs comme ça qui crient parce que c'est l'émotion qui prend, etc. Comment tu gères ça pour désamorcer ça rapidement et que ce soit constructif finalement? Peut-être pas tout de suite, mais plus tard parce qu'il faudra ventiler. Mais c'est quoi qu'on doit faire pour être bienveillant et en même temps désamorcer quelque chose qui commence à envenimer là? Première des choses, il faut respirer, puis se gérer soi-même. Donc, il faut être prêt à recevoir n'importe quelle réaction de la part de l'autre. On ne peut pas gérer l'autre personne, on ne peut que se gérer soi-même. Et dans cette relation-là, si toi, tu es capable de te tempérer, de garder le contrôle, puis d'être dans l'empathie par rapport à ce que l'autre personne ressent, bien, tu risques de désamorcer la situation beaucoup plus rapidement. C'est pareil avec un enfant. Si on est capable de rester calme, il devrait se calmer beaucoup plus rapidement parce qu'il sent qu'on est en contrôle. Si nous aussi, on explose, ça risque de mal se finir. Donc, il faut être en mesure de nous-mêmes respirer, se dire « OK, j'écoute la personne avant de se rendre à l'étape on va mettre des choses en place pour changer les choses et s'entendre. Il y a besoin de ventiler. Il y a besoin d'exprimer la couche supérieure qui est l'émotion. Fait qu'on l'écoute. J'entends ce que tu me dis. C'est pas le fun à recevoir, c'est certain. Mais je t'entends. Et là, on peut refléter. OK, là, ce que j'entends, dans le fond, toi, ça te rend anxieux, le fait que il y avait plusieurs enfants qui provenaient pas de ce groupe-ci. Bon, on a mélangé les groupes aujourd'hui. Il y a des enfants qui n'étaient pas du groupe régulier. Et toi, ça t'insécurise parce que, bon, t'as peur pour la sécurité ou interne de ton enfant. Lui, ça le perturbe. Puis toi, ça te dérange. Mettons. Oui, c'est ça. Tu parles de faits vécus ou... C'est des choses que j'ai déjà vues. Oui. Donc, on reflète, OK, si je comprends bien, dans ta perception, là, je mets tes chaussures, finalement. Là, j'essaie de voir comment ça se passe pour toi. Là, moi, je ne suis pas à regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi par rapport à cette situation-là. Mon but, c'est de me mettre dans tes chaussures, de regarder la vie avec tes lunettes et de voir qu'est-ce qui te dérange là-dedans, puis je veux bien comprendre. OK? Je t'entends.
je vois que ton besoin, c'est ça, ça, ça. Le besoin de ton enfant, c'est ça, ça. C'est quoi tes craintes? C'est quoi qui te dérange? Parfait, je t'entends. On va essayer de faire quelque chose pour pouvoir faciliter la situation, résoudre le problème. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Ici, maintenant, est-ce que c'est le bon moment? Peut-être pas. Veux-tu, on va s'en reparler demain, on va se prendre un temps. Viens porter ton enfant plus tôt, je m'organise pour être disponible pour toi, on va en jaser, puis on va essayer de trouver des solutions. T'sais, si on est nous-mêmes sur la défensive, on ne sera pas en mesure d'avancer, puis le parent, ben, lui, va juste rester braqué sur ses façons de voir les choses. Fait que je pense qu'il faut valider ce que les parents vivent, parce que ça reste que ils vous laissent les personnes les plus précieuses à leurs yeux. Là. Fait que c'est normal aussi que parfois, ça vienne les chercher beaucoup. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Pour nous, on est aussi pris, je crois, dans le quotidien qui est de dire, on le sait que c'est vos enfants et que c'est précieux. Mais on oublie un peu ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est pas qu'on oublie notre responsabilité, etc. Mais ce que ça signifie pour le parent, de laisser son enfant à un milieu dont il ne va pas forcément avoir chaque minute d'expliquer, de nommer. Pendant un temps, on parlait de communication, puis il y a différentes façons de communiquer. On parle de moments où on est de visu, mais il y a des journaux de bord aussi qui sont mis en place. Il y a des fois des groupes Messenger ou des groupes Facebook ou des plateformes qui permettent la communication ou la messagerie. Tous les mots sont importants, tous les canaux sont importants, et en même temps, tu as comme je sais plus où je m'en allais, voilà. Du coup, bref, il y a différents canaux, c'est ça mon point, il y a différents canaux que tu peux utiliser, donc l'utilisation de la communication va différer, et la bienveillance, T'as des parents pendant un temps qui demandaient d'avoir des photos pendant tous les jours. Là. Puis, à Esprit de famille, on a pris la décision d'arrêter de poster des photos sur le groupe privé Facebook, là, avec le droit à l'image, etc. Mais on a pris la décision d'arrêter parce qu'il y avait une espèce de compétition. Le groupe des bidules a plus de photos que le nôtre. Hein. Oui, peut-être parce que l'éducatrice était occupée. Et en fait, les éducatrices le prenaient mal, ça, parce qu'elles disaient j'ai pas fait mon travail correctement, j'ai pas répondu aux attentes des parents. En fait, je crois là la responsabilité du gestionnaire de dire il faut que nous, on puisse établir un cadre de communication pour que ce soit bienveillant et que ce soit respectueux des uns et des autres. Fait qu'on a arrêté de poster des photos en communiquant avec le parent. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas que de visu la communication bienveillante. Puis j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu comment on peut être bienveillant dans une communication autre que de visu, finalement? Il y a des choses qui sont quand même importantes à regarder à travers tout ça. Là. Quand on va écrire à quelqu'un, au même titre que lorsqu'on parle, j'ai une idée dans ma tête, je la sors de ma bouche ou je l'écris, il y a déjà un filtre qui se passe. Hein? Je ne vais pas nécessairement toujours écrire ce que je voudrais dire avec l'intention que j'ai envie de mettre avec ce message-là. Et dans la manière dont c'est reçu, la personne va le recevoir aussi avec ses propres filtres. Il faut dire qu'il y a des parents qui ne parlent pas notre langue. Pour eux, c'est difficile. Il y a une personne sur 5 au Québec qui a des difficultés au niveau de la littératie, donc difficulté à comprendre ce qu'ils lisent et difficulté à écrire. Donc, juste de pouvoir communiquer comme ça peut être difficile. Donc, déjà là, tu as un filtre supplémentaire qui va venir un peu influencer le message que tu étais déjà en train d'envoyer. Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, dépendant de quel milieu on est issu, moi, dans le milieu, on va dire, administratif, je travaillais en comptabilité. Pour moi, ça, c'était complètement un acquis. Mais la réalité, c'est que il n'y a pas grand milieu où est-ce qu'on travaille plus avec tout le monde que la petite enfance. Parce qu'en fait, n'importe qui a des enfants, ou à peu près, va les envoyer à la garderie. Fait que je trouve ça vraiment intéressant comme point de vue de dire, en fait, il y a de tout genre. Et donc, effectivement, tu as des gens qui ont de la difficulté ou qui sont pas capables de communiquer à l'écrit ou qui ont de la misère à lire, mais aussi à communiquer eux-mêmes. Là. Je trouve ça intéressant. Oui, puis c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller à la base. Donc, on enlève le flafla, on écrit. Si on est à l'écrit, on va écrire des phrases très simples. Voici ce dont on a besoin, voici nos préoccupations, 2 points, des points de forme. On enlève tout le flafla qui va peut-être faire en sorte qu'on va perdre un petit peu notre personne, puis d'y aller vraiment sur ce qu'on veut amener comme information. Ton enfant a passé une super belle journée,
continue ta journée, il ne pleure plus. Parfait, le parent est rassuré. Ouais. On passe à autre chose. T'sais. Je pense que il faut réussir justement à garder ce lien-là. On le sait justement que le matin, le parent est parti, il était peut-être un peu frustré de quelque chose. Juste de dire, j'ai perçu qu'il y avait peut-être quelque chose qui te dérangeait ce matin. Si tu as envie de m'en parler, réécris-moi ou viens me voir en fin de journée, ça va me faire plaisir. Juste des petits messages comme ça te permet d'ouvrir la communication aussi. T'sais. Mais il faut faire attention. Moi, je vous dirais, on passe pas les messages plus sensibles par écrit. On se donne rendez-vous, on prend le temps de se voir et on en discute. Puis ça, moi, je trouve tellement que c'est un piège parce qu'en fait, ça revient à les gens veulent pas avoir des conversations difficiles. Donc, des fois, ils lancent des bombes. Je lui ai dit, son enfant, il a un problème. Oui, alors, c'est genre, je lui ai écrit par message, oui, c'est-à-dire. Parce que c'est ça, tu sais, en plus de. Il y a une question de délicatesse, là, de pouvoir être capable de prendre la personne, de comprendre. Mais elle interprète, là, justement, pour reprendre les mots d'une collègue, ton enfant, il est nul. C'est pas une collègue à la garderie, là. Non, c'est ça. J'excuse, on fait des tests. Non. Non. Mais en tout cas, bref, c'est complètement la blague, là, aucun rapport avec un enfant. Mais tu sais, en fait, tu peux l'interpréter, les communications, tu peux les interpréter à l'écrit là, de différentes manières. Puis il y a un ton qui peut être. Quelqu'un, j'avais suivi une formation sur justement les tons d'écriture, puis il y en a, je me souviens plus exactement c'était quoi le terme, là, mais tu sais, il disait. T'écris comme un psychopathe. Tu t'écris très, très factuel, pas de bonjour, pas de ci, pas de ça, parce qu'en fait, dans leur tête, ce n'est que du flafla et c'est pas nécessaire. Justement, c'est très, très, très direct, surtout quand tu parles de choses qui sont sensibles. Ouais. Puis, donc, là, Puis si on est un peu dans ce style-là d'être hyper direct dans les communications écrites. Puis moi, j'ai travaillé pendant un bon temps avec quelqu'un qui était très direct dans les communications écrites. Des fois, c'est dur pour les gens de recevoir ces communications-là, même si jamais l'intention était négative. Mais la réception, c'est super mal reçu quand même. C'est ça. Ouais. Puis c'est pas parce qu'on a envoyé un message par écrit qu'il faut s'arrêter là. Ouais. Donc, parfois, les éducatrices me disent, j'ai écrit l'information aux parents, j'ai pas de retour. OK, est-ce que tu lui as demandé verbalement, mettons? As-tu fait un suivi? Non. Ouais. Ah, tu sais, quand tu lances un message, fais plusieurs rappels, prends le temps d'en rediscuter si c'était vraiment important, là, puis que tu as pris le temps de l'écrire, c'est parce que ça vaut aussi la peine que tu fasses un suivi sur ce sujet-là. Là. J'ai une question pour toi. Du point de vue générationnel, les gens qui sont plus jeunes sur le marché du travail, faut pas généraliser, on s'entend, mais il y a des gens qui ont plus de difficultés, par exemple, à décrocher le téléphone pour parler, pour appeler ou quoi que ce soit, sont habitués beaucoup de fonctionner par écrit, tout ça. Est-ce que ça se reflète à ton point de vue dans les pratiques avec les parents, justement de ne pas vouloir faire face, de vouloir écrire plus que de communiquer à l'oral? C'est-tu de quoi qui est plus présent aujourd'hui que peut-être ça l'a été dans 10, 20 dernières années? Bien, assurément, puis on veut des réponses rapides. Ouais. Il y a des parents qui peuvent quitter la garderie, puis tout de suite écrire un message disant qu'il n'a pas apprécié quelque chose, puis il voudrait avoir une réponse avant la fin de la journée. C'est un bon point. Ça reste que tu es dans un cadre éducatif, ton éducatrice n'a pas juste ça à faire non plus à faire des suivis de messages. Là. Je pense qu'il y a des moments pour le faire. Exact. Et en fin de journée, au pire, on se donne un moment, puis on se dit, OK, on va en discuter, je veux t'entendre là-dessus, c'est important ce que tu me dis. Puis, tu sais, juste pour closer là-dessus, je pense qu'il y a justement des communications, l'instantanéité, tout ça. Nous autres, on préconise qu'on utilise la plateforme Mangrove là, pour les communications. Puis on veut pas qu'on passe pas par les messengers des éducatrices, ce genre de choses-là, pour plusieurs raisons, mais notamment le droit à déconnexion. C'est à 9h le soir parce que moi, rendu là, mes enfants sont couchés, j'ai eu le temps d'avoir la discussion avec ma blonde. Puis là, je me dis, hey, j'aimerais parler avec l'éducatrice pour lui dire telle chose, qu'est-ce que tu en penses? Quand tu écris à 9h puis que ça ping chez eux, elle aime beaucoup ton enfant, mais elle est en mode Netflix tranquille, puis elle prend une petite coupe de vin, elle n'est pas en mode je vais penser au petit Timmy qui a telle problématique. Puis elle va le voir le lendemain matin. Il faut comme gérer les attentes. C'est ça. Ça peut être difficile, mais quand c'est clair, je pense que ça aide. Oui, mais en fait, c'est exactement ça. J'allais parler du cadre là, qu'on peut mettre comme gestionnaire, comme propriétaire, directeur, peu importe le rôle de responsable que la personne a, mais il y a effectivement des limites, puis tu le sais, là, tu as fait partie de cette transition-là à Esprit de famille, d'obliger en fait les éducatrices à arrêter de communiquer sur des plateformes personnelles, pas parce qu'on voulait maîtriser le message, on ne regarde pas les messages forcément que les éducatrices donnent aux parents, on peut y avoir accès si on le souhaite, mais c'était plus de laissez-vous tranquille.
vous côtoyez dans le cadre du travail. Si vous êtes amis dans la vie, fine, super, on est content, mais si ça concerne l'enfant et le développement et le travail, l'amélioration, blablabla, il faut que les deux puissent se déconnecter. Et je crois que le responsable a un rôle à jouer là-dessus. Autant l'éducatrice doit se responsabiliser, le parent doit respecter, mais le responsable doit aussi favoriser cette communication bienveillante. Si tu es toujours en mode il faut que tu performes, parce que c'est quand même ça, il faut que tu performes tout le temps, il faut que tu dises bonjour, il faut que tu dises au revoir, il faut que tu comprennes le parent, il faut que tu ailles chercher son besoin, il faut que si l'enfant... Et qu'après on te dit, fais le même après 18h quand la garderie est fermée. Ouais. Ça se peut qu'à un moment donné, l'éducatrice, elle arrive dans ton bureau en disant moi, j'aimerais savoir ta job, là. Ouais. Sinon, tu vois, je suis rendue là. Fait que, il y a, je crois, un cadre. Est-ce que tu as des recommandations pour des gestionnaires là, c'est quoi les trucs qu'ils pourraient mettre en place à part, là, on parlait de la plateforme, mais il n'y a pas que ça, sans doute, qu'on peut mettre en place c'est certain que juste d'avoir un cadre au départ, quand les gens arrivent à la garderie, d'avoir une espèce de guide du parent au niveau de la communication, à qui s'adresser pour quelle situation. Des fois, on ne sait pas trop à qui s'adresser, même en tant que parent. C'est un sujet où est-ce que je devrais en discuter avec l'éducatrice? Est-ce que je devrais en discuter avec la conseillère pédagogique? Est-ce que ça va à la direction? À qui je dois en parler? D'avoir une espèce de guide à savoir à qui tu peux discuter pour tel type de situation, de voir justement quelles sont les méthodes de communication qui sont privilégiées dans notre milieu. Voici, on facilite le tout, on met des beaux PowerPoint et on indique à quelle place tu cliques sur la plateforme en gras pour faciliter le tout, parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la technologie, tu sais. Donc, c'est important de le faire comme ça. Mais je pense que c'est important surtout de privilégier les communications et d'assurer les parents que ça sera bien reçu. C'est un travail. c'est beaucoup de rappels parce qu'effectivement, tu le dis bien, les éducatrices, à un moment donné, ils en ont plein leur chapeau. C'est pas un travail qui est facile. C'est un travail qui est très stimulant, surstimulant. Il y a du bruit. On doit donner de l'amour à tout un chacun. À un moment donné, des fois, ça arrive que notre petit réservoir affectif, il est vide. Donc, quand le parent arrive avec ses problématiques à lui, on n'est pas toujours prêt à les recevoir. Mais c'est important quand même de garder ça aussi en tant que milieu, de valoriser cette façon de voir les choses-là, de rappeler aux éducatrices l'essence de notre métier. Ça, c'est important. C'est vraiment intéressant, Laurie. Je t'écouterai, tu le sais, là, on a passé des fois des heures à parler ensemble. Je t'écouterai pendant longtemps. Est-ce qu'on aime ça terminer le podcast avec deux questions type. Quelle est ta couleur préférée? Non, c'est pas vrai. C'est bizarre. Non, André, il aime bien poser ces questions-là. C'est son côté, je sais pas trop quoi. Mise en application, je dirais. L'idée, c'est pour que ce soit, pour que les gens sur le terrain puissent être capables de mettre en œuvre des choses qu'on a discutées. Quelqu'un qui commence dans un rôle de gestion dans une garderie ou qui voudrait ou qui coordonne une équipe, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour quelqu'un qui démarre dans ce rôle-là par rapport à tout ce qu'on a discuté? Je te dirais d'œuvrer dans une volonté de faire équipe avec les éducatrices, si on est gestionnaire, faire équipe avec l'expertise quand même des éducatrices, leur expérience. Si on est éducatrice, de faire équipe avec les gens qui sont nos supérieurs, avec les gens qui sont là aussi de l'externe, aussi qui viennent aider. Des fois, il y a des intervenants du CIUS, par exemple, qui vont venir dans le milieu, d'être prêts à recevoir aussi leur expertise, puis peut-être de pouvoir teinter nos façons de faire pour pouvoir aider les enfants, mais particulièrement les parents. Les parents sont les personnes les plus importantes dans la vie des enfants. Ils les connaissent parce qu'ils les ont tricotés. Ils n'ont peut-être pas toujours les compétences éducatives. Par contre, ils savent qu'est-ce qui fonctionne avec eux, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec eux. Puis je pense qu'il faut vraiment travailler en équipe avec eux pour leur demander, toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Moi, j'ai un contexte éducatif, où est-ce que j'ai plusieurs enfants dans mon local, où est-ce qu'on a des routines à traverser en équipe, en groupe. Des fois, c'est pas facile. Toi, tu as un enfant, 2, 3 peut-être à la maison. OK, le contexte est différent. Voici mon contexte, voici ton contexte. Comment est-ce qu'on peut travailler en équipe?
pour ton enfant. Ouais. Parce que c'est clair que les deux ont un point de vue qui est complètement différent de l'enfant, dans le sens que tu gères un enfant dans un groupe de 8, tu vois la dynamique, tu vois aussi, il y a le fait que oui, l'éducatrice fait confiance, mais c'est pas son parent. Donc, la gestion avec l'autorité, tout ça n'est pas la même chose. Fait que, je veux dire, c'est le classique, là. Ah, il fait ça à la garderie, à la maison, il fait pas ça ou il est complètement différent ou tel. Fait que je trouve ça intéressant, l'idée de faut être en collaboration pour être capable de comprendre, parce que, je veux dire, autant les parents que les éducatrices, les éducateurs, à un moment donné, sont un peu démunis de dire, là, je ne sais pas comment gérer cette situation-là. Puis souvent, l'autre personne ne sait pas la solution, au moins une piste de solution. Hein, Je pense que c'est rassurant aussi de pouvoir se parler puis de se dire, hey, on est en train de faire quelque chose pour résoudre la situation et non, statu quo, on espère que nos journées se passent bien. Bye, là. Les parents de son côté, j'espère que j'aurai pas de suivi en fin de journée ou dans mon agenda, j'aurai pas des messages négatifs. Le mur, là. C'est ça. C'est ça. Je sais pas comment tu le tournerais, mais je te pose la même question, mais pour quelqu'un qui est établi dans son poste depuis plusieurs années ou une éducatrice d'expérience, comment tu t'intégrerais ça? Comment tu la sensibiliserais? Ben, je te dirais que c'est plus le volet égo parce que des fois, c'est que ça fait plusieurs années qu'on est dans le métier, on sait ce qu'on a à faire. Mais des fois, ça peut être difficile pour le parent à recevoir justement parce que si on est toujours en train de leur dire quoi faire, quoi ne pas faire, ben, des fois, ils vont se sentir menacés, diminués et ça leur donne pas envie de collaborer non plus. Fait que je pense que ça vaut la peine de valoriser leur rôle puis d'être là vraiment pour eux. Donc, si on a l'expérience, puis on en aurait des solutions à leur proposer. On le sait que telle difficulté, par exemple, que l'enfant traversait à la garderie, ça se passait aussi à la maison. Bien, on ouvre la porte en disant, écoute, j'en ai plusieurs stratégies à travers les années, j'ai testé des trucs. Serais-tu intéressé que je t'en donne quelques-unes? Ou j'ai lu tel livre, il est super intéressant. Mais de ne pas d'emblée leur dire quoi faire. On ouvre la porte, on leur propose, puis s'ils sont prêts à le recevoir, ben, ils vont l'accepter avec joie. Là. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a un côté d'humilité puis de vulnérabilité, là, de dire j'ai beaucoup d'expérience, j'ai parcouru ce chemin-là, je connais, j'ai côtoyé plein d'enfants, mais ça se peut que je ne connaisse pas toutes. Puis évidemment qu'on ne connaît pas toutes. N'importe qui, les choses évoluent, les enfants évoluent. Fait que je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue justement de l'humilité. Oui, puis je te dirais quelque chose qu'on oublie. C'est que chaque personne fait du mieux qu'elle peut. Des fois, on ne sait pas ce qui se passe à la maison. Absolument. Est-ce que le parent est en contexte de séparation? Y a-t-il un parent vieillissant qui demande des soins? On ne sait pas. Le travail. Est-ce que la difficulté au niveau financier, il n'est pas capable de payer ses comptes? C'est plein de choses comme ça qui s'accumulent. On ne le sait pas. Et là, nous, on arrive en disant, mais là, ton enfant, ce midi, il n'a pas beaucoup mangé, il faudrait faire quelque chose. Écoute, j'ai d'autres problèmes à régler avant ça. Il y a tellement un exemple qui me vient en tête, puis en fait, je veux pas... Mais celui-là est très parlant, je trouve, en fait, parce qu'il nous avait marqué à Esprit de famille. Puis c'était, en fait, un parent qui arrivait toujours en retard. Nous, on demande aux parents d'être là avant 9h pour tout un tas de raisons, notamment le ratio, l'organisation de la journée, etc. Puis ce parent arrivait toujours vers 9h20, 9h... Puis là, à un moment donné, les filles ont dit une fois, deux fois, trois fois, il est rendu à peut-être avoir un call de la direction. Là. Fait que moi, je vais voir ce papa, puis je lui dis comme, c'est important que tu arrives à 9h, qu'est-ce qui fait que c'est compliqué comme ça? Est-ce qu'il y a une problématique? Et en fait, ce papa m'explique à ce moment-là qu'il a un 3e enfant dont on n'a jamais su l'existence, pour tout un tas de raisons, parce qu'on n'a jamais posé la question en réalité. Et que ce 3e enfant est autiste et que son transport scolaire a été arrêté pendant 3 semaines pour je ne sais plus quelle raison aujourd'hui, je me souviens plus, mais c'est ce qui fait que aujourd'hui c'est compliqué parce qu'en fait il était obligé d'aller l'emmener à Tataouine-les-Bains et de revenir après, mais qu'avec le trafic, etc., ça les mettait forcément dans le jus et que décaler une routine d'un enfant qui est autiste, c'est extrêmement compliqué. Fait qu'ils avaient fait le choix de ne pas la décaler et d'accepter et de tolérer d'être en retard à la garderie pour favoriser l'école de l'autre enfant. J'ai dit, c'est quand même une très très bonne raison, ça, vraiment. Et en fait, si on n'avait pas pris le temps d'écouter ce papa, cette réalité, si lui n'avait pas pris le temps aussi, en fait, de nous dire, là, ma vie va changer, voici ce qui va se passer, je veux vous prévenir, c'est pas parce que je m'en fous de vos règles et que je respecte pas votre équipe, c'est simplement parce que j'ai une réalité familiale qui est celle-ci.
ben là, ça aurait comme évité toute frustration de part et d'autre. Parce que recevoir ça pour le papa tous les matins, dire, on t'a dit d'arriver à l'heure, bah, ça se peut que ce soit un peu pénible aussi pour lui. Fait que de prendre ce temps-là de communiquer définitivement, même si parfois on en manque, là, c'est, je crois, la meilleure option. J'en aurais 1 million des exemples comme ça à te donner, de trucs qui sont bien terminés. Puis... Vas-y. Dans ton message, 7% de ton message, ce sont des mots. Ouais. Le reste, c'est ton non-verbal. Ouais. Et ça, dans le quotidien, on le voit. Et moi, je suis beaucoup dans les milieux pour observer et regarder comment ça se passe. Ouais. Mais des fois, on dit des choses, puis notre non-verbal dit le contraire. Ouais. Et notre non-verbal doit s'accorder aussi à notre message pour qu'on ait l'air bienveillant pour vrai, empathique. Non, il n'y a pas de problème. Ça va bien? Oui, ça va bien. Fallait que tu le dises à ta face. Exactement. Mais c'est ça, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête puis qu'on doit incarner. C'est pas juste quelque chose qu'on applique comme ça, c'est quelque chose qu'on doit incarner. Et à tous les jours, et parfois, il faut se le rappeler. Parlez-vous, bon sang de bonsoir, c'est un peu ça. Prenez le temps. Merci encore une fois, Laurie, d'avoir accepté d'être parmi nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut te communiquer? Tu as un site internet, une page Facebook. C'est quoi la meilleure façon? Tu donnes des formations? Tu veux nous parler un peu de ton service, des services que tu offres éventuellement aux garderies ou ailleurs là? Voilà, donc sur mon site internet, on trouve toutes les informations, www.lalanterne-coaching.com. Sinon, sur Facebook, Coaching familial La Lanterne par Laurie Boisvert. Instagram, laurieboisvert.coachfamilial. Malheureusement, les noms ne fitent pas, mais bon. Donc, cherchez Laurie Boisvert ou Coaching familial, vous allez le trouver de toute façon. Donc, mon service, oui, il y a le volet coaching familial à domicile dans le secteur, une partie de Québec, une partie de la MRC des Chenaux, principalement Port-Neuf, sinon partout dans la francophonie là, sur le web. Et sinon, l'accompagnement là, des personnes et éducateurs, des équipes, donc soit sur place dans les milieux, soit en termes de formation, conférences. Donc, c'est possible aussi, conférences pour les parents également. Donc, mais sinon, je suis pas mal partout. Allez sur mon site web, là, vous allez avoir toutes les informations, vous allez me trouver à quelque part. Je suis sur Google aussi. J'ai une chaîne YouTube également, oui. Merci beaucoup. Merveilleux. Merci beaucoup, Laurie. À bientôt. Merci d'avoir suivi le podcast Pas de sieste pour les pros. On vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci, Laurie. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.